En 1853, 4 navires de guerre américains pénétrèrent dans la baie d'Edo sans permission et sans avertissement. Leurs coques étaient peintes en noir. Leurs cheminées crachaient une fumée dense que les habitants des côtes japonaises n'avaient jamais vues. Les Japonais qui les observèrent depuis le rivage les appelèrent les Kurofune, les navires noirs. Certains crurent d'abord à des volcans flottants. Le commandant de la flotte, le commodore Matthew Perry, transportait une lettre du président des États-Unis exigeant l'ouverture du Japon au commerce américain. Il donna aux autorités japonaises 1 an pour répondre, puis repartit, en leur laissant entendre qu'il reviendrait avec une flotte encore plus grande si la réponse était négative. Ce moment, universellement connu comme le début de la fin de l'isolement japonais, est souvent présenté comme une humiliation soudaine infligée à une nation arriérée par une puissance moderne. Cette lecture est inexacte et insuffisante. Ce que Perry brisa en 1853, c'était le résultat d'une décision politique et économique délibérée, élaborée avec une précision chirurgicale 2 siècles plus tôt par l'un des stratèges les plus froids et les plus lucides de l'histoire asiatique, Tokugawa Ieyasu. Pour comprendre pourquoi le Japon était vulnérable face aux navires noirs de Perry, il faut d'abord comprendre pourquoi Tokugawa avait choisi de fermer son empire au monde. Et cette décision, loin d'être le réflexe d'un despote ignorant, était la réponse rationnelle à une menace systémique que Tokugawa avait analysée avec une clarté que beaucoup de ses contemporains européens auraient enviée. Pour mesurer la logique de la fermeture, il faut mesurer l'ampleur du chaos qui la précéda. Le Japon du XVIe siècle était l'un des pays les plus violents et les plus instables de la planète. L'ère Sengoku, l'ère des États en guerre, avait déchiré l'archipel pendant plus d'1 siècle. Des centaines de seigneurs de guerre locaux, les daimyos, se battaient dans une mosaïque de conflits permanents pour des territoires, des ressources et du prestige. L'autorité de l'empereur était nominale, l'autorité du shogun était théorique. Dans les faits, le Japon n'était pas un pays, c'était une arène. Les conséquences économiques de ce siècle de guerre civile permanente étaient dévastatrices. Les routes commerciales à l'intérieur de l'archipel étaient dangereuses. Les marchands voyageaient sous escorte armée ou ne voyageaient pas. L'agriculture était perturbée par les réquisitions militaires permanentes des seigneurs en guerre, qui levaient des impôts d'urgence, confisquaient les récoltes et enrôlaient de force les paysans dans leurs armées. Les famines régionales étaient sourantes, non par manque de productivité agricole potentielle, mais par désorganisation systémique de la distribution. C'est dans ce contexte que les Portugais arrivèrent au Japon en 1543, les premiers Européens à toucher le sol japonais. Ils apportaient 2 choses dont les seigneurs de guerre japonais avaient immédiatement compris la valeur, les arquebuses et le commerce maritime. En moins d'1 décennie, les armes à feu européennes avaient été copiées, améliorées et produites en masse par les artisans japonais. La nature de la guerre civile japonaise fut transformée irréversiblement par une technologie importée depuis l'autre bout du monde. Les missionnaires jésuites suivirent les marchands portugais. En 1580, le christianisme comptait au Japon entre 150 000 et 300 000 convertis, une implantation remarquable en moins de 40 ans. Certains daimyos se convertirent pour des raisons sincères. D'autres se convertirent pour accéder aux réseaux commerciaux portugais et aux armes qu'ils pouvaient y fournir. Le commerce, la religion et la guerre formaient un système d'interdépendance que les autorités japonaises commençaient à percevoir comme une menace existentielle à leur propre souveraineté. Les Espagnols, arrivés après les Portugais, ajoutèrent une couche supplémentaire d'inquiétude pour les autorités japonaises. Leurs missionnaires franciscains et dominicains travaillaient ouvertement à convertir les populations populaires, là où les jésuites avaient plutôt ciblé les élites. La concurrence entre ordres religieux européens sur le sol japonais créait des tensions et des controverses que les autorités japonaises observaient avec une perplexité croissante. Des hommes qui prétendaient de servir le même Dieu se disputaient férocement le territoire de la conversion, s'accusant mutuellement de mauvaise foi et de corruption. Cette désunion européenne fut elle-même informative pour Ieyasu.
Elle lui révélait que derrière la façade religieuse se cachaient des rivalités nationales et commerciales ordinaires. Les missionnaires étaient aussi des agents d'influence de puissances étrangères concurrentes. Et les convertis japonais pouvaient devenir, sans le vouloir explicitement, les relais locaux de ces puissances dans les conflits qui agitaient l'Europe. La question n'était pas théologique, elle était politique et économique. Qui contrôlait les chrétiens japonais contrôlait un levier d'influence sur la stabilité intérieure du Japon, un levier dont Ieyasu refusait de laisser la maîtrise à des puissances étrangères. Ce fut dans ce Japon fracturé, armé, partiellement christianisé et profondément déstabilisé que Tokugawa Ieyasu construisit sa victoire. Tokugawa Ieyasu naquit en 1543, l'année même où les Portugais débarquèrent au Japon. Il mourut en 1616, après avoir fondé une dynastie qui allait gouverner l'archipel pendant 250 ans. Entre ces deux dates, il vécut une existence qui ressemble moins à une biographie qu'à une leçon de stratégie politique appliquée sur le long terme. Ieyasu passa une grande partie de sa jeunesse comme otage, d'abord chez les Oda, puis dans d'autres clans puissants. Cette expérience de l'impuissance et de la dépendance façonna chez lui une patience stratégique hors du commun. Là où ses contemporains voyaient des batailles à remporter, Ieyasu voyait des positions à construire. Là où d'autres cherchèrent la victoire immédiate, il cherchait la position irréversible. Sa stratégie à la bataille de Sekigahara en 1600 illustre parfaitement cette logique. Cette bataille, la plus grande bataille terrestre de l'histoire japonaise, avec environ 160 000 hommes engagés, ne fut pas gagnée par le génie tactique d'Ieyasu sur le champ de bataille. Elle fut gagnée des semaines avant l'engagement par un travail patient de corruption, de promesses et de retournement d'alliances qui avait déjà convaincu plusieurs généraux du camp adverse de changer de côté au moment décisif. Sekigahara fut la conclusion d'une campagne diplomatique et financière, pas une victoire militaire au sens strict. 3 ans plus tard, en 1603, l'empereur nomma Ieyasu shogun, généralissime militaire du Japon. Et 2 ans après cela, Ieyasu abdiqua en faveur de son fils, établissant ainsi un précédent qui rendait héréditaire la fonction shogunale et coupait court à toute ambition rivale. Le pouvoir des Tokugawa n'était pas personnel, il était institutionnel. Même mort, Ieyasu avait verrouillé le système. La politique d'isolement, le sakoku, littéralement pays enchaîné, ne fut pas décrétée en un jour. Elle fut construite progressivement, entre 1633 et 1639, par une série d'édits qui fermèrent méthodiquement chaque vecteur d'influence étrangère sur le Japon. Pour comprendre cette décision, il faut comprendre ce que Tokugawa Ieyasu et ses successeurs voyaient quand ils regardaient l'Asie du XVIIe siècle. Ils voyaient les Philippines, conquises par l'Espagne en quelques décennies, leur population réduite à la servilité coloniale sous couvert d'évangélisation. Ils voyaient Goa et Macao, des comptoirs portugais implantés sur les côtes asiatiques, qui fonctionnaient comme des têtes de pont, commerciales et militaires. Ils voyaient la Compagnie des Indes orientales hollandaise, la VOC, en train de construire un empire commercial en Asie du Sud-Est avec une efficacité froide et méthodique, s'appuyant sur des alliances locales pour démanteler progressivement les souverainetés indigènes. Ils voyaient, en somme, le schéma colonial européen se déployer systématiquement à travers le continent asiatique. Et au Japon même, ils voyaient les chrétiens japonais, des sujets dont les allégeances spirituelles étaient potentiellement supranationales, dont les communautés avaient démontré leur capacité à s'organiser, à résister, à s'appuyer sur des réseaux étrangers. La rébellion de Shimabara en 1637, menée par des paysans en grande majorité chrétiens contre des conditions fiscales insupportables, mobilisa jusqu'à 37 000 combattants et nécessita une armée de 200 000 hommes et l'appui de l'artillerie hollandaise pour être écrasée. Pour le shogunat, la leçon était limpide. Le christianisme n'était pas seulement une religion étrangère, c'était une structure organisationnelle capable de mobiliser des masses contre l'État. La réponse du shogunat fut d'une logique implacable. Expulser tous les missionnaires et les marchands européens, à l'exception des Hollandais.
les seuls qui avaient éprouvé leur disposition à séparer le commerce de l'évangélisation. Interdire aux Japonais de quitter le pays sous peine de mort. Interdire la construction de navires de haute mer capables de traverser les océans. Cantonner le commerce étranger à un seul port, Nagasaki, et à un seul îlot artificiel de ce port, Dejima, où les marchands hollandais autorisés vivaient dans un isolement surveillé de quelques centaines de mètres carrés. Ce n'était pas le réflexe d'un régime arriéré effrayé par le monde extérieur. C'était la décision stratégique d'un État qui avait analysé avec précision comment le commerce européen se transformait en emprise coloniale et qui avait choisi de s'y soustraire. L'isolement n'était pas le vide. À l'intérieur de ses frontières fermées, le Japon des Tokugawa connut une transformation économique et sociale d'une ampleur remarquable que les récits de la fermeture occultent presque systématiquement. La paix réelle, durable, institutionnalisée, fut elle-même la première révolution économique. Après un siècle de guerre civile permanente, le Japon connut sous les Tokugawa 250 ans sans conflit militaire majeur. Cette paix permit une accumulation de capital productif, des infrastructures, des outils, des savoirs impossibles en temps de guerre permanente. La population japonaise doubla entre 1600 et 1700, passant d'environ 12 millions à 25 millions d'habitants. Les rendements agricoles augmentèrent grâce à l'amélioration des techniques d'irrigation, à l'introduction de nouvelles cultures et à la diffusion de manuels agricoles imprimés. Le Japon des Tokugawa développa une industrie de l'imprimé remarquablement active. Les réseaux de routes intérieures, le Tokaido et le Nakasendo notamment, furent systématiquement améliorés et sécurisés, permettant un commerce intérieur de plus en plus fluide. Les villes japonaises connurent une croissance explosive. Edo, la capitale du shogunat, l'actuel Tokyo, était au 18e siècle l'une des plus grandes villes du monde, avec plus d'1 million d'habitants, dépassant Londres et Paris. Osaka devint le centre d'un commerce intérieur sophistiqué, avec des marchés de contrats à terme sur le riz qui constituent l'un des premiers exemples documentés de finances dérivés dans l'histoire humaine, des instruments financiers complexes développés de façon entièrement indépendante de l'Europe. La classe des marchands, les shonen, acquit une puissance économique croissante, même si le système des 4 classes sociales confucéen les plaçait officiellement en bas de la hiérarchie. Les maisons marchandes comme les Mitsui et les Sumitomo, dont les empires industriels existent encore aujourd'hui, établirent leur fondation commerciale dans ce Japon fermé du XVIIe siècle. La culture urbaine d'Edo, le théâtre kabuki, les estampes ukiyo-e, la littérature populaire fut produite par et pour une classe marchande urbaine prospère et alphabétisée. La culture urbaine d'Edo, le théâtre kabuki, les estampes ukiyo-e, la littérature populaire fut produite par et pour une classe marchande urbaine prospère et alphabétisée. Le taux d'alphabétisation japonais au 18e siècle était parmi les plus élevés au monde. Les estimations historiques suggèrent qu'entre 40 et 60% des hommes japonais étaient capables de lire à la fin de la période Edo, un chiffre comparable aux nations européennes les plus avancées de l'époque et supérieur à beaucoup d'entre elles. Ce résultat n'était pas accidentel. Le shogunat avait soutenu le développement d'écoles de village, les Terakoya, qui offraient une éducation de base à la population ordinaire. Des milliers de ces écoles fonctionnaient à travers tout le pays. Les livres imprimés circulaient en quantité importante. Les débats philosophiques, les manuels pratiques d'agriculture et d'artisanat, la poésie, les romans urbains, une culture écrite dense et diversifiée se développa dans un pays que le monde extérieur imaginait figé dans l'immobilité féodale. Cette alphabétisation massive allait se révéler, quelques décennies plus tard, l'un des atouts les plus précieux du Japon dans sa course à la modernisation industrielle. Une population capable de lire des manuels techniques, de comprendre des instructions complexes, d'apprendre de nouveaux métiers par l'écrit, c'est exactement ce dont la révolution industrielle avait besoin.
L'isolement avait, paradoxalement, préparé le capital humain qui permettrait au Japon de rattraper en 40 ans ce que l'Europe avait mis 2 siècles à construire. Le paradoxe du Sakoku était réel et profond. En se fermant au monde, le Japon avait créé les conditions d'un développement intérieur intense et d'une sophistication économique et culturelle que l'isolement rendait invisible aux yeux du monde extérieur. Mais ce développement intérieur avait un coût systémique que 2 siècles et demi de paix et de prospérité relative avaient rendu invisible aux yeux du shogunat. Pendant que le Japon se développait à l'intérieur de ses frontières fermées, le monde extérieur ne s'arrêtait pas. La révolution industrielle britannique transformait la nature de la puissance militaire et économique à une vitesse sans précédent. La chimie, la métallurgie, la mécanique à vapeur, la production en série, des technologies qui n'existaient pas en 1639 quand le Sakoku fut codifié dans ses édits définitifs, créaient un écart de capacité militaire et industrielle entre le Japon et les puissances occidentales que le seul commerce à Dejima ne permettait pas de mesurer avec précision. Les seuls Européens que le Japon laissait entrer, les marchands hollandais de la VOC, avaient obligation de remettre chaque année au shogunat un rapport sur les événements mondiaux, le Oranda Fusetsugaki. Ces rapports existaient, ils étaient lus. Ils informèrent les élites japonaises de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, de l'expansion coloniale européenne en Asie. Mais lire des rapports sur la révolution industrielle n'était pas la même chose que de la vivre, de la comprendre de l'intérieur, d'adapter ses institutions en temps réel à ses exigences. La classe militaire japonaise, les samouraïs, représentait encore au 19e siècle environ 6% de la population. Ces hommes étaient entraînés aux arts de la guerre médiévale, dans un monde où la guerre médiévale avait cessé d'exister. Leurs compétences, l'escrime, le tir à l'arc, l'équitation au combat étaient militairement obsolètes depuis au moins un siècle. Mais l'idéologie, les institutions et l'économie du shogunat continuaient de les entretenir, de les payer, de leur conférer un statut. Le coût de maintien d'une classe guerrière en temps de paix prolongée était réel et croissant, financé par des prélèvements sur une paysannerie dont la patience avait des limites. Le système agraire lui-même montrait des signes d'essoufflement au début du 19e siècle. Les famines de Tenmei, dans les années 1780 et de Tempo dans les années 1830, frappèrent des régions entières avec une violence qui révélait les limites d'une économie agricole incapable de se moderniser aussi vite que sa population croissait. Ces famines n'étaient pas simplement des catastrophes climatiques, elles étaient aussi le produit de structures fiscales et foncières rigides, héritées du début de la période Tokugawa et incapables de s'adapter à 2 siècles de transformations démographiques et économiques. Des révoltes paysannes éclatèrent avec une fréquence croissante. Des intellectuels japonais, les partisans du Kokugaku, ou études nationales, commencèrent à remettre en question ouvertement les fondements idéologiques du shogunat, notamment sa légitimité à gouverner au nom d'un empereur dont il avait réduit le rôle à celui d'une figure décorative à Kyoto. Le shogunat Tokugawa entrait dans sa dernière décennie déjà fragilisé de l'intérieur, miné par des tensions économiques et idéologiques que 250 ans de paix n'avaient pas résolues, mais simplement différées. Les navires noirs de Perry n'eurent pas à détruire un empire solide. Ils suffirent à pousser un édifice qui penchait déjà. Quand les navires noirs de Perry entrèrent dans la baie d'Edo en 1853, ils ne brisèrent pas seulement l'isolement japonais. Ils révélèrent l'écart accumulé en 2 siècles entre le développement intérieur du Japon et la puissance industrielle et militaire des États-Unis. Le shogunat ne pouvait pas combattre les navires à vapeur avec des jonques de bois. Il ne pouvait pas opposer des canons en fonte de qualité médiévale à l'artillerie Dahlgren de la marine américaine. La décision de signer les traités inégaux, les conventions de Kanagawa en 1854, puis les traités. Harris de 1858 fut prise par un gouvernement qui savait exactement ce que signifiait l'alternative. Une défaite militaire humiliante, sur le modèle de ce que la Grande-Bretagne venait d'infliger à la Chine lors des guerres de l'opium.
Ces traités inégaux ouvrirent les ports japonais au commerce américain et européen, accordèrent des droits d'extraterritorialité aux ressortissants étrangers, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas être jugés par les tribunaux japonais, et imposèrent des tarifs douaniers fixes qui privaient le Japon de la capacité de protéger ses industries naissantes. La crise systémique que ces traités déclenchèrent fut totale. Le shogunat, incapable de résister militairement et incapable de justifier sa propre légitimité face à cette humiliation, fut renversé en 1868 lors de la restauration Meiji. Les samouraïs furent officiellement abolis en 1873 et le Japon, avec une vitesse et une efficacité qui stupéfièrent le monde entier, entreprit de se transformer lui-même en puissance industrielle moderne en l'espace d'une seule génération. La décision de Tokugawa Ieyasu de fermer le Japon au monde extérieur était, au moment où elle fut prise, une réponse rationnelle à une menace réelle. Elle avait préservé la souveraineté japonaise à une époque où les empires européens dévoraient méthodiquement l'Asie. Elle avait permis 250 ans de paix intérieure, de croissance démographique et de développement économique et culturel. Elle avait créé un État japonais cohérent, alphabétisé, institutionnellement sophistiqué. Mais les systèmes qui protègent efficacement contre une menace figent aussi les capacités de réponse à des menaces nouvelles. Le Sakoku avait été conçu pour un monde où la menace venait des missionnaires et des marchands de la VOC. Il n'avait pas été conçu pour un monde de vapeur, d'acier et d'artillerie de précision. L'histoire de Tokugawa est l'histoire d'une solution parfaite à un problème qui avait cessé d'exister, et du coût systémique que cette inadéquation finit par imposer à une nation entière. Ce n'est pas l'histoire d'un échec. C'est l'histoire d'un succès dont les conditions de validité avaient silencieusement expiré.